Carl Jung a découvert que les hommes qui s'abstenaient de toute intimité pendant 90 jours vivaient une expérience si profonde, si transformatrice, qu'elle changeait leur perception de la réalité. Ils rapportaient une concentration hors du commun, une présence quasi magnétique qui attirait les autres, et des découvertes créatives semblant provenir d'une autre dimension. Mais voici ce qui a le plus intrigué Jung. Beaucoup d'hommes ne connaîtront jamais cette expérience, car ils ont trop peur de ce qu'ils découvriront sur eux-mêmes lorsqu'ils cesseront de fuir leurs propres pensées. Toutes les civilisations antiques savaient quelque chose que nous avons oublié. Les Spartiates avant la bataille, les samouraïs à l'entraînement, les moines de toutes les religions, même des génies comme Tesla et Newton, tous comprenaient que notre énergie la plus puissante peut soit nous noyer sous une multitude de distractions, soit se concentrer sur un objectif qui nous rend quasiment invincibles. Carl Jung a consacré des décennies à l'étude de ce phénomène, qu'il a observé que certains hommes semblaient posséder un niveau de concentration, de créativité et de charisme quasi surnaturel, tandis que d'autres naviguaient dans un tourbillon incessant de pensées et de troubles émotionnels. Ce qui distinguait ces deux groupes n'était ni l'intelligence, ni l'origine sociale, ni même le talent. Jung a découvert que la différence résidait dans un principe fondamental concernant la manière dont nous dirigeons notre énergie primordiale. Il a constaté que lorsque cette énergie est consciemment redirigée au lieu d'être inconsciemment dispersée, cela modifie non seulement ce que nous pouvons accomplir, mais aussi ce que nous devenons au plus profond de nous-mêmes. Et c'est précisément ce qui a le plus fasciné Jung. Cette transformation suit un schéma prévisible avec des étapes précises et un calendrier documenté dans des centaines de cas. Les connaissances existent, le schéma est clair, mais la plupart des hommes n'accéderont jamais à ce pouvoir car ils refusent d'en payer le prix. Celui que chaque guerrier, chaque génie, chaque maître spirituel à travers l'histoire a payé. Dans cette vidéo, vous découvrirez le plan précis de Jung pour rediriger cette énergie. Je vous guiderai à travers les 3 phases éprouvantes que tout homme traverse et vous expliquerai pourquoi la plupart abandonnent avant d'avoir connu une véritable transformation. Vous découvrirez ce qui distingue les hommes qui atteignent une concentration et une présence extraordinaire de ceux qui sont prisonniers de cycles de distraction et de médiocrité. Finalement, vous aurez identifié le schéma, mais son utilisation vous appartient entièrement. Il y a un changement dont personne ne avertit les hommes. Il ne s'accompagne ni d'une annonce fracassante, ni d'une grande prise de conscience. Il arrive en silence. Lorsque la recherche du sexe cesse brutalement, que ce soit par désir, par rejet ou par épuisement, elle n'apporte pas la paix. Elle crée un vide. Ce vide engendre la désorientation. Un homme pourrait s'attendre à de la clarté ou du calme, mais il trouve une étrange détresse. Sans la séduction, les messages aguicheurs, la validation, l'attente, le temps s'étire. Les jours ont une toute autre saveur. Il n'y a aucune récompense à se projeter dans l'avenir, aucun but sur lequel concentrer son énergie. Et à cet instant précis, le rythme qui vous portait commence à se briser. C'est le premier silence, après des années de bruit. Ce n'était pas un bruit extérieur, mais le son d'une orientation sexuelle constante, subtile, silencieuse, toujours présente. Elle façonnait ses pensées, ses mouvements, même sa façon de s'habiller ou de marcher dans une pièce. Quand on perd quelque chose, la machine se ralentit, et c'est alors qu'on ressent la tranquillité. Carl Jung parlait de la libido comme de quelque chose de plus que le simple sexe. Il s'agit d'énergie psychique, et lorsque cette énergie ne s'exprime plus extérieurement, la personne se sent brisée, sans perspective d'avenir. Mais il ne s'agit pas encore d'une transformation. Il ne s'agit là que d'un seuil, d'une pause psychologique. La suite dépend de la manière dont la personne gère ce silence. La plupart tentent de le fuir. Rares sont ceux qui osent y rester. Lorsque le rythme sexuel disparaît, ce n'est pas le corps qui se brise en premier, mais la personne, l'être social, le masque que porte un homme, depuis si longtemps lui fait oublier qu'il s'agit d'une comédie. Pendant des années, voire des décennies, ce masque s'est forgé dans la quête de la séduction, du désir, de l'admiration. Sans cette dynamique, l'ego commence à s'effriter. Cet effondrement ne paraît pas spectaculaire au premier abord. Pas d'applaudissements, pas de glissement de terrain visible. C'est plus silencieux que cela. C'est ce malaise soudain
dans ses propres vêtements. C'est réaliser que les blagues qu'on racontait avant n'ont plus le même sens. C'est le vide dans un miroir qui reflétait jadis quelqu'un qu'on aimait. Jung concevait la personnalité comme une nécessité, un pont entre l'individu et la société. Mais il prenait aussi ses distances avec une identification trop étroite à cette personnalité. Car une fois que ce masque devient l'homme, il perçoit toute menace comme une mort. Et lorsque le sexe disparaît, cette identité commence à émerger. L'homme ne reçoit plus la même attention. Il n'accomplit plus les mêmes rituels. Le système de validation se rompt. C'est à ce moment-là que beaucoup d'hommes paniquent. Ils recommencent à vivre leurs vieilles habitudes, à se reconnecter à leurs anciennes conquêtes, à chercher des solutions rapides, tout pour maintenir les apparences. Mais pour l'homme conscient, cet effondrement n'est pas un échec, mais une révélation. Il lui montre à quel point son identité a été conditionnée par le besoin d'être aimé. Et dans cet espace-temps suspendu, il se trouve confronté à une question plus profonde. Qui suis-je quand je ne suis plus élu? Dès que le masque commence à se fissurer, les symptômes apparaissent, soudainement, violemment et sans ménagement. Ils sont illogiques. Ils ne sont pas polis. Ils se retirent, car c'est précisément ce qu'ils sont. Pour beaucoup d'hommes, le sexe n'a jamais été qu'un simple exutoire. C'était une forme de régulation, de maintien de la dopamine, de distraction émotionnelle, un moyen de se sentir désirable sans se sentir vulnérable. Quand ce mécanisme disparaît, le système nerveux ne s'adapte pas sereinement. Il se rebelle. La colère est la première réaction. On s'emporte, on tire sur les gens sans raison. On a l'impression que le monde nous a donné quelque chose et que personne ne nous le rend. Mais sous cette colère se cache quelque chose de pire. Le vide. Non pas le vide poétique, mais le vide glacial. Les jours semblent interminables. La motivation augmente. Plus rien ne semble excitant. Ce n'est pas vraiment de la dépression, mais presque. C'est le moment où l'esprit réalise que ses drogues préférées, l'attention, les louanges et l'approbation, ne reviendront pas. Alors commencent les envies, pas seulement de sexe, mais aussi des petits rituels qui l'entourent. Déplacements, fantasmes, flirts, performances. Ces désirs ne sont pas motivés par la vengeance, mais par le besoin de contrôle. L'esprit cherche à réaffirmer sa puissance. Il veut rompre le silence, relancer le cycle, ressentir quelque chose de familier, n'importe quoi. Carl Jung appellerait cela le retour de l'ombre. Les aspects sur les plus sombres, ça, et les plus inconnus de l'apogée psychique, ne sont pas faits pour tourmenter, mais pour être intégrés. Mais l'intégration ne commence que lorsqu'un homme cesse de s'adonner à son ancienne obsession et commence à affronter le malaise lié à sa véritable identité, signe que la transformation profonde n'a pas encore débuté, mais qu'elle est en marche. Lorsque les distractions disparaissent, il ne reste pas la paix, mais la vulnérabilité. La plupart des hommes croient éviter le désir en s'abstenant de relations sexuelles, mais l'abstinence ne tue pas le désir. Elle le fait sortir de l'ombre. Et une fois qu'il n'est plus assouvi, il se transforme, devenant plus intense, plus authentique et bien plus dangereux. C'est là qu'un homme se confronte à son monstre intérieur. Non pas un monstre ou un vilain, mais une part de lui-même qu'il a passé des années à tenter de contrôler ou de nier. La volonté ne se résume pas au désir. Elle est liée au pouvoir, à l'aspiration, à une honte enfouie, et lorsqu'elle surgit sans manifestation physique, elle expose les faiblesses de l'identité humaine. Qui est-il sans conquête, sans reconnaissance, sans ce bref aperçu d'être aimé? Avec la volonté vient la peur, non pas des autres, mais de ce qui grandit en lui, la peur de perdre le contrôle, la peur de ce que l'abstinence pourrait révéler, la peur de n'être rien sans sexualité, et sous cette peur se cache la blessure la plus profonde, une masculinité brisée. L'homme réalise que ce qu'il appelait force n'était en grande partie qu'une performance socialement valorisée, mais que le pouvoir qu'il croyait posséder dépendait du regard des autres, non d'une souveraineté réelle. L'ombre de Jung n'est pas le mal, c'est un pouvoir inexploité. Et pour le revendiquer, il faut d'abord cesser de prétendre n'être composé que de force et de vertu. C'est là que commence l'intégration, non pas en réprimant ses pulsions, mais en les nommant, en les reconnaissant et en les renforçant. Au début, la solitude se manifeste par le silence, mais peu à peu, elle se fait entendre. La plupart des hommes croient pouvoir supporter la solitude. Ils la confondent avec la liberté,
Mais lorsque l'abstinence se prolonge et que les marques d'affection extérieures se raréfinent, une autre forme de solitude apparaît, celle qui ne tient pas à l'absence des autres, mais à l'absence de soi-même. C'est alors que le miroir se révèle. Non pas le miroir physique, mais le miroir psychologique, celui qui reflète toutes les questions que l'on a passé des années à éviter. Que désirais-je vraiment? Qui suis-je quand personne ne me regarde? Ai-je construit une vie authentique? Ou ne fais-je que réagir? Sans sexe, sans flirt, sans les distractions liées à la validation de l'ego, un homme commence à se percevoir non plus comme un pervers, ni comme un pourvoyeur, ni comme un protecteur, mais comme un être humain. Et souvent, ce qu'il voit ne lui plaît pas. L'ambition semble vaine, la force feinte, la personnalité dispersée par les attentes et l'instinct de survie. Ce n'est pas un échec, c'est une prise de conscience. Carl Jung a écrit que la solitude ne vient pas de l'absence d'autrui, mais de l'incapacité à communiquer des choses qui paraissent importantes. Dans ce silence, l'homme réalise qu'il ne s'est jamais confié ces choses à lui-même. C'est le tournant, car c'est seulement face à cette réflexion furieuse, inédite et dérangeante que quelque chose de plus authentique peut commencer à se former. Lorsqu'un homme interrompt l'acte sexuel, le silence ne révèle pas seulement une faiblesse, mais provoque aussi une rébellion. D'abord, le corps se fige, privé de désir, privé de passion. Mais avec le temps, quelque chose de plus ancien émerge. Non pas un besoin émotionnel, mais un instinct. La force primordiale demeure enfouie sous des années de politique sociale, de discipline et d'éducation morale. Il ne pose pas de questions politiques, il crie. C'est à ce moment précis que le silence devient dangereux, non pas pour les autres, mais pour lui-même. Car l'image qu'il se donne, calme, serein, rationnel, commence à s'effriter. La faim revient, mais pas seulement celle du sexe, du risque, du danger, de la joie de vivre. Il ne s'agit pas d'une régression, mais d'une confrontation. L'homme civilisé retrouve l'animalité qui sommeille en lui et réalise que, pendant des années, il n'a pas transcendé ses instincts, mais les a au contraire refoulés. Jung affirmait que tout ce qui est inconscient se manifeste comme le destin. Le désir refoulé ne disparaît pas. Il mute, se vide de ses effets par les sens, sabote les relations et pervertit la pensée. Mais en le confrontant consciemment, il devient un moteur. Le rebelle intérieur ne désire pas le chaos. Il aspire à la vérité, à la puissance que la honte arrache. L'abstinence, si elle est endurée, devient le pacte par lequel l'homme apprend à maîtriser cette force sans s'y laisser consumer. Tous ne survivent pas à cette étape. Les faibles s'affaiblissent, les forts se fortifient. L'énergie ne disparaît pas. Elle cesse simplement de courir après ce qui ne la satisfait pas. Ce que nous appelons énergie sexuelle n'est autre que l'expression de quelque chose de plus profond. La libido, au sens jungien, une force psychique, une vitalité pure, le désir de s'étendre, de construire, de pénétrer la réalité elle-même. Lorsqu'un homme cesse de la gaspiller dans la lutte pour le désir et la libération, elle ne disparaît pas. Elle s'apaise. Ce besoin de repos est sacré. Surtout, il est irrésistible. Il aspire à revenir, à trouver du réconfort, à nourrir la relation. Mais si vous résistez au chaos, les choses finissent par s'arranger. Vous commencez à entrevoir des possibilités là où vous ne les attendiez pas. Vous acquérez la discipline nécessaire pour mener à bien vos projets, la volonté de bâtir quelque chose de durable, le courage d'opter pour la difficulté plutôt que la facilité. C'est la transmutation. Le sexe n'a jamais été le véritable but. Ce n'était qu'une expérience éphémère. Le but était l'intensité, la création, la conquête, la reconnaissance, la transcendance. Le sexe offrait un aperçu, un sens, une permanence. Puis, les liens se renouent. L'énergie qui autrefois s'incarnait alimente désormais les structures, les projets, la formation, la création, l'héritage. Jung écrivait que la plus grande perte qu'un enfant puisse endurer est la mort soudaine de ses parents. Un homme incapable de maîtriser ses pulsions finit par vivre dans l'ombre, jamais complètement ruiné, mais jamais pleinement vivant. Celui qui apprend à apaiser ce désir devient dangereux au meilleur sens du terme. Il n'est plus simplement abstinent. Il construit ce qu'aucun orgasme ne pourra jamais lui offrir, l'immortalité par l'impact. Quand un homme cesse de gaspiller son énergie à courir après les femmes, quelque chose de radical se produit. Il se met à construire. La sublimation, selon la perspective jungienne, n'est pas une répression mais un raffinement. C'est le processus de canalisation.
qui transforme les actes fondamentaux. Sexe, plaisir fin, en forme plus élevée, art, leadership, discipline, vision. Le feu même qui les consumait devient alors un combustible. Mais seulement s'il a la détermination de persévérer. La plupart des hommes n'y parviennent jamais. Ils s'efforcent, ils désirent, ils poursuivent, ils déchaînent, le plaisir devient leur ciment. Mais les rares qui résistent à ce saut, qui méprisent la tentation et restent inébranlables, accèdent à un autre type de pouvoir. Non pas le pouvoir sur autrui, la maîtrise de soi. Voilà le fondement de tout empire. Non pas seulement des empires de terres ou de capitaux, mais des empires de caractère, de lucidité et d'autorité. L'histoire ne retient pas les hommes pour ce qu'ils ont consommé. Elle retient d'eux pour ce qu'ils ont construit. Et le dessin bleu commence toujours de la même manière. Éliminez les futilités. Concentrez-vous sur l'essentiel. Voyez cela comme une source de chaos. L'urgence qui vous distrayait, autrefois, est désormais le moteur de votre stratégie. La tension ne disparaît pas. Elle vous frôle. Le cours des événements vous frôle à chaque heure. Il aiguise vos décisions, aiguise votre instinct, rend votre présence plus pesante. Voilà pourquoi les hommes centrés sur eux-mêmes deviennent dangereux. Car ceux qui apprennent à sublimer ne recherchent plus le plaisir, mais la maîtrise de la réalité. Et quand cela arrive, tout se retourne contre eux et non l'inverse. Vient un temps où la tempête se calme, après les désirs, après la colère, après les sombres épreuves. Ce qui demeure, c'est l'ordre, mais non pas celui imposé de l'extérieur. Cet ordre se conquiert, se dispute et se reconquiert. À ce stade, la discipline n'est plus une simple habitude ou une routine. Elle est souveraineté. Elle signifie que l'homme ne négocie plus avec sa nature inférieure. Il n'a plus besoin de lutter contre sa volonté, ni d'exiger de la concentration. Il agit simplement parce que son énergie est concentrée sur quelque chose de plus élevé. Avant l'abstinence, le contrôle lui paraissait un cauchemar, une prison. Mais après avoir suivi son intuition, la discipline est devenue liberté. Non pas parce que la tempête a disparu, mais parce qu'il ne peut plus en supporter la force. L'homme l'aperçoit pour ce qu'elle est, du bruit. Et ce bruit ne dicte plus son rythme. C'est là que le processus s'arrête brusquement. Le feu est toujours là, mais il brûle désormais à sa propre manière. Il n'est plus réactif, plus instable, plus à la merci des désirs. Elle possède une structure, elle est ordonnée, elle a une direction. Et chaque acte de discipline renforce cette identité. Jung disait que dans chaque chaos se cache un cosmos, dans chaque désordre, un ordre secret. Voilà ce que révèle l'abstinence. Non seulement la restriction, mais aussi la capacité de vivre sans stimulation constante. Se maîtriser, c'est maîtriser son temps, ses décisions, son avenir. Et cette emprise ne se contente pas de le transformer. Elle terrorise tout ce qui le contrôlait autrefois. Le désir ne meurt jamais. Voilà le mensonge que la plupart des hommes racontent pour tenter de réprimer leurs pulsions. Mais la maîtrise de ces désirs n'est pas une question de constipation, mais de détachement. L'homme qui accède à cette maîtrise ne cesse jamais de désirer. Elle refuse tout simplement d'être gouvernée par ses désirs. C'est un pouvoir d'une autre nature, qui ne naît pas de la dénonciation, mais de la lucidité. Elle peut contempler la beauté sans pour autant la contempler. Tu peux ressentir le désir sans y obéir, car tu connais désormais la différence entre choix et contrainte. La dépendance survient lorsque le désir devient une idole. Quand un homme commence à croire que sans elle, sans son rayonnement, son contact, sa grandeur, il est vide. Son entêtement révèle la vérité la plus profonde. Il n'est pas vide, il est distrait. Sous le tumulte du désir, une volonté ne demande qu'à être mise à l'épreuve. Et maintenant, il a le contrôle. L'homme souverain n'a pas honte de son appétit sexuel. Il l'étudie, il sait ce qui le déclenche, ce qui le pervertit et quand le laisser s'exprimer. Mais il n'obéit pas. Voilà le vrai changement. Ce n'est pas de l'entêtement à la manière d'un martyr. C'est à la fois obstination et maîtrise. Un pacte tacite avec soi-même qui dit « je veux mais j'attends, je ressens mais je choisis ». Carl Jung appelait l'individuation le moment où l'homme n'est plus possédé par ses désirs, mais se possède lui-même. C'est le moment où le désir est encore présent, mais où il ne vous est plus utile. Il y a une différence entre celui qui recherche l'attention et celui qui l'exige. L'un agit pour obtenir une validation. L'autre homme ne dit rien et pourtant, tout autour de lui change. C'est le magnétisme masculin et il se construit dans le silence.
Lorsqu'un homme se libère de la quête incessante du sexe, quelque chose d'étrange se produit. Il se tait, mais non passif. Son énergie ne s'épuise plus, elle se consolide. Elle gonfle, cesse de poursuivre, et cette absence de besoin devient présence. Les femmes le perçoivent avant même de parler. Car ce qu'elles perçoivent n'est pas du charme mais de la condamnation. La plupart des hommes cherchent à séduire par leurs actes, leurs paroles, leur statut et leurs gestes. Mais l'homme souverain ne projette pas, il rayonne. Sa retenue n'est pas une répression, mais une sélection. Il aurait pu bouger, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu parler, mais il a attendu. Cette tension, ce besoin de contrôle, c'est précisément ce qui paralyse les autres. C'est une force qui ne se feint pas. Elle n'apparaît qu'après avoir épuisé le besoin d'applaudissement, de souffrance et d'approbation. Ce n'est pas qu'elle refuse le lien social, elle n'en a simplement pas besoin pour se sentir entière. Cette distinction change tout. Carl Jung parlait de l'anima et de l'animus, du féminin inconscient chez l'homme et du masculin chez la femme. Lorsqu'un homme est épuisé par des désirs sexuels compulsifs, cette polarité s'épuise. Elle ne se superpose plus, elle s'éloigne, et ce faisant, elle attire tout le reste à elle. C'est cette attraction qu'une femme ne peut expliquer, non pas parce qu'elle essaie, mais parce qu'elle n'essaye pas. La maîtrise de soi commence lorsqu'un homme cesse de vouloir contrôler son temps, son corps et son esprit. Ses décisions ne sont plus guidées par des désirs compulsifs, il ne feint plus l'impuissance face à ses appétits. C'est le retour à sa souveraineté intérieure. La plupart des hommes ne s'y plongent jamais vraiment. Ils passent leur vie à tourner autour, guidés par leurs désirs, les distractions et les rôles qu'ils ont sans doute endossés. Ils confondent contrôle et conquête. Mais pour gouverner le monde, un homme doit d'abord se gouverner lui-même. Le trône ne consiste pas à dominer les autres, mais à exercer une autorité intérieure. Il s'acquiert lorsqu'un homme cesse de s'interrompre, lorsque ses émotions ne compromettent plus ses décisions, lorsqu'il n'est plus en guerre contre ses instincts, sans pour autant que ceux-ci le sauvent. Le voilà calme, ni timide, ni fatigué, simplement calme. Et de ce calme émerge une autre forme de clarté, non pas celle des réponses, mais celle du guide. Il sait qui il est, où il est, et quel est son but. Jung l'appellerait l'intégration du soi, l'union de l'ombre, du moi et de l'esprit. Elle ne rend pas l'homme parfait, elle le rend entier. L'homme sur son trône intérieur ne réagit pas, il décide. Il ne cherche pas à contrôler, il incarne. Il n'est plus l'enfant qui demande la permission. Il est l'homme qui l'accorde. Désormais, tout ce qu'il fait émane de son centre. Jung n'a jamais préconisé l'abstinence permanente pour tous. Au contraire, il considérait les périodes d'abstinence consciente comme essentielles au développement psychologique, à l'instar d'un musicien qui doit maîtriser le silence pour appréhender pleinement le son. L'objectif n'est pas d'éliminer définitivement la sexualité de sa vie, mais de développer une relation consciente avec elle, en choisissant quand, comment et avec qui exprimer cette énergie, plutôt que d'être guidé par une pulsion inconsciente. Lorsque l'on renoue finalement avec l'intimité physique, après une période d'abstinence consciente, Jung observait que l'expérience est qualitativement différente. Elle devient une expression de la conscience plutôt qu'une fuite, une connexion plutôt qu'une consommation, une création plutôt qu'un épuisement. Carl Jung avait compris une chose que notre culture a oubliée. Notre relation à l'énergie sexuelle était notre relation à la force vitale elle-même. Lorsque nous canalisons consciemment cette énergie, nous ne nous diminuons pas, mais nous nous révélons. Le titre de cette vidéo suggère que lorsque le corps se tait, l'âme s'exprime. Jung dirait que ce n'est pas que l'âme était silencieuse auparavant, mais plutôt que nous ne pouvions l'entendre à cause du brouhaha, des désirs inconscients. L'abstinence, pratiquée consciemment et temporairement, crée le silence intérieur nécessaire pour entendre notre voix la plus profonde, celle qui connaît notre véritable raison d'être, nos désirs authentiques, notre véritable force. Et cela n'est possible que si l'abstinence est un choix conscient et non une contrainte imposée par la honte ou la peur. Comme l'écrivait Jung, la vision s'éclaircit lorsqu'on regarde au fond de son cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. La question n'est pas de savoir si vous devriez pratiquer l'abstinence, mais si vous êtes prêt à découvrir ce qui se révèle lorsque vous cessez de fuir votre véritable nature et que vous vous tournez vers qui vous êtes censé être. Si cette exploration de la conception jungienne vous parle,
réfléchissez aux domaines de votre vie qui pourraient bénéficier d'une modération consciente et d'une redirection de votre énergie. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de privation mais de transformation. Dites-moi en commentaire quels aspects de la psychologie, Jean-Chen, vous aimeriez que nous explorions ensuite. Et si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous pour découvrir davantage la profonde sagesse de la psychologie des profondeurs.